Bonjour, bienvenue dans la saison 2 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur d'une vie. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. Alors, dans la série Nos essentiels de la rentrée, deuxième petite partie, nous sommes toujours avec Véronique Gaspard qui nous a partagé les essentiels autour de la relation et surtout la relation école-famille en ce début d'année. Et je voulais absolument aborder avec elle ce temps très important aussi, juste après la rentrée, qui arrive dans le premier mois, de cette fameuse réunion de parents, qui est souvent, on va dire, de part et d'autre, soit redoutée, soit on est dans l'incompréhension, on se dit, est-ce qu'on va perdre du temps, est-ce que l'enseignant va nous faire la classe à nous aussi, est-ce qu'il serait possible que tu nous donnes quelques étapes clés qui seraient par exemple à privilégier sur la manière de vivre cette réunion de parents, la manière d'accueillir les parents qui arrivent, et de se dire comment on peut en faire un temps à la fois convivial, un temps de vraie communication et un vrai temps où on pose les bases de cette relation qui va vivre tout au long de l'année avec la famille. Sachant que l'enfant est bien sûr au cœur, et c'est lui le premier, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, mais c'est vraiment lui qui est au cœur, et comment on fait que cette coéducation dont tu parlais dans le précédent podcast est vraiment quelque chose qui est peut-être central. Tu parlais aussi, tu n'as peut-être pas dit le mot, mais de partenariat école-famille. Comment on fait pour que l'enfant qui arrive à l'école le matin, après une réunion de parents, se dise, en fait, maman et papa et la maîtresse ou le prof, tout va bien, on sait comment on travaille et ça va bien se passer. J'aime bien l'ampleur des questions que tu me poses. Je peux tout reprendre si tu veux. Moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir qu'on fait des réunions de rentrée sans les enfants. C'est une vraie question. C'est-à-dire que tu dis que l'enfant, il est au centre et il n'est pas invité. Donc là, déjà, je me dis, où est le mystère ? Qu'est-ce qui fait que dans cette réunion, on n'invite pas les gamins et où l'enfant, l'élève, il verrait l'enseignant accueillir le père, la mère, les deux, un des deux, et lui-même en disant, soyez les bienvenus. Moi, je fais un parallèle avec ce que je vivais dans les classes quand j'étais infirmière scolaire et que j'animais des espaces de prévention. J'étais à la porte et j'accueillais chacun des élèves avec une poignée de main. Moi, j'aurais rêvé, arriver dans une réunion, que l'enseignant soit à la porte et qu'il me dise « Bonjour madame » et « Bonjour monsieur », et puis « Bonjour » avec les prénoms de mes enfants, et soyez les bienvenus. Donc déjà qu'il y a un contact, nous sommes des êtres de contact, nous aimons avoir une place en particulier. Donc moi, j'aurais rêvé être accueillie et que mes enfants soient intégrés à cette réunion, soi-disant qui les concerne. Mais qu'est-ce qu'on a à cacher pour ne pas inviter les enfants et les élèves ? Donc ça, j'aime bien poser cette question-là. Alors de manière très pratico-pratique, je dirais que parfois accueillir, alors il faudrait peut-être faire des réunions en demi-groupe, mais quand on a une classe et qu'on fait sa réunion de parents dans la classe, on n'a pas forcément l'espace pour le faire. Donc là, je te titille un petit peu là-dessus, mais ça peut faire partie. Et puis je reviens aussi sur ce que tu disais sur l'accueil, parce qu'on a quand même des enseignants, quand ils accueillent les enfants le matin, il y a vraiment un regard, il y a vraiment une poignée de main, etc. Mais ton idée de pouvoir faire une réunion de parents et d'associer les enfants, puisqu'ils sont au cœur, c'est aussi une piste. Piste, voilà. Et après, moi, quand j'ai souvenir, alors peut-être c'est complètement différent, parce que je suis une vieille femme, maintenant grand-mère, moi, le fait que la salle soit rangée en salle de classe, ça m'interpellait tellement. Je me retrouvais l'élève, alors quand en maternelle, assis sur des chaises à 20 cm de haut, et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'accueille pas les parents dans un espace qui soit un espace modifié pour ce temps de rencontre, où l'enseignant pourrait être au même niveau que les parents. Qu'est-ce qui fait que ce ne soit pas un cercle ou de plusieurs cercles, et puis que l'enseignant dise, je suis là pour vous accueillir, j'ai un job bien particulier, j'ai une fonction, je ne perds pas cette notion de la fonction, et en même temps, là tout de suite, j'aimerais qu'on se rencontre entre humains. Donc, vous voyez qu'il y ait déjà ce lien d'une manière le plus simple possible. Donc, déjà réfléchir à comment j'accueille
les parents. J'ai fait une formation un jour avec des personnels de direction dans une académie et j'avais mis les tables en cabaret. Donc, il y avait 4 personnes par table et sur les tables, il y avait des graines et puis des bonbons et des choupa-choups. Enfin bref, pardon si je fais de la pub pour une marque. Et une des chefs d'établissement m'a dit « Mais ça m'a tellement marqué cette façon dont j'ai été accueillie que maintenant, toutes mes pré-rentrées avec mes enseignants, je les accueille comme ça. » Et elle dit « Ça m'a donné envie d'accueillir les parents de la même manière. » Comme si, en fait, les parents viennent chez nous et qu'on les accueille comme des invités des autres privilégiés. Et non pas comme les parents des élèves en disant il faut qu'ils se mettent absolument à la place de l'enfant, etc. quoi. Même si parfois, en tant que parent, on a envie de se dire voilà, où est la case de mon enfant, comment ça se passe. Mais est-ce qu'on vient pour ça ? Est-ce qu'on vient pour ça ? C'est aussi... Et donc, on vient, en fait, pour découvrir la personne à qui on va confier la chair de notre chair. Et qu'en fait, notre rêve absolu, c'est de le confier à quelqu'un qui soit profondément humain. Et donc, comment aujourd'hui, on donne aux enseignants des idées qui vont comme offrir leur humanité ? Parce que j'ai aucun doute, j'ai jamais croisé d'enseignants qui avaient des intentions malveillantes. Jamais. Je vois des gens qui n'ont pas de moyens, ça c'est sûr. Et donc, comment créer un espace qui soit un espace de convivialité ? Qui n'empêche pas qu'il y ait un cadre. L'enseignant reste l'enseignant et il va affirmer qu'il sera l'adulte de la classe. Et le garant de ce qui se passe. Et le garant d'un cadre, parce que là, il n'y a pas de négociation possible. Le cadre, c'est ce qui assure la plus grande sécurité aux élèves et aux enfants. Et puis, de cet espace, au lieu de partager le programme, moi, j'aime beaucoup, et Evelyne, tu sais, pour avoir fait des formations, mais... Moi, une question que j'aime poser maintenant, c'est qu'est-ce que vous aimeriez savoir de moi et qui vous donnerait de la sécurité pour que vous puissiez me confier ce qu'il y a de plus précieux au monde pour vous, votre enfant, en sachant qu'il y a certainement des questions auxquelles je ne répondrai pas si c'est dans le champ de l'intimité. Et donc, comme de redonner aux parents un pouvoir qu'ils croient perdre quand ils rentrent dans l'institution. Et que ça, pour moi, c'est essentiel de voir que c'est un pouvoir qui est partagé. Il n'y a pas l'institution d'un côté qui prendrait le pouvoir sur... Je ne vois plus les choses comme ça. Mais un enseignant, moi, qui m'aurait dit « Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ?» Je ne sais pas, moi, j'aurais demandé « Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier ? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce métier ? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez des doutes ? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez des craintes ? Pourquoi est-ce que vous aimez tellement cette matière ?» Et que je crois que dans ce lien, il y a quelque chose déjà qui va se créer. Et puis après, une question que moi je poserais, là je vous donne vraiment des trucs en mode conseil et j'espère que vous en ferez bien ce que vous voulez. Mais moi je crois que j'aimerais poser aux parents la question de ce serait quoi à la fin de l'année qui vous ferait dire que cette année a été vraiment merveilleuse pour votre enfant et pour vous. Vous voyez, de les projeter comme de les mettre déjà en action. Et dans une vraie dynamique. Dans une vraie dynamique. Et peut-être aussi de leur dire, est-ce que vous avez des doutes ou des craintes ? Est-ce que vous avez des appréhensions ? J'aimerais les entendre et de regarder comment, ensemble, on va traverser ça. Parce que si nous, en tant qu'adultes, on pose pas ça, peut-être ça aura une répercussion pour les élèves. Et puis, si les gamins assistent à ça, mais leur demander aussi, c'est quoi qui les fait rêver dans une année ? Et je crois que ces premiers instants, c'est vraiment l'empreinte de ce qui va se passer pour l'année. Je ne sais pas si ça t'éclaire quand je te partage ma vision. Mais complètement. Et moi qui suis visuelle, je vois tout à fait comment on peut mettre en place ou gérer l'espace autrement, accueillir. Et en fait, dans ce que tu dis, ce que j'apprécie beaucoup et ce qu'on n'entend pas suffisamment, c'est l'aspect créatif. C'est-à-dire, comme tu le dis aussi, prenons ce pouvoir-là de la créativité, de se dire on accueille et on le fait comme on le souhaite, avec qui on est. C'est-à-dire, au lieu d'entrer dans un format tout fait, est-ce que je ne suis pas, moi, en tant que professeur, en capacité de vouloir accueillir de telle manière ? On a peut-être une plénière avant avec le chef d'établissement, on va donner les bases un petit peu de l'année au niveau de l'école ou de l'institution en entier. Et après, dans mon espace classe, avec les parents et les enfants que je vais accueillir tout au long de l'année, eh bien, je me laisse peut-être cette joie, où je m'offre cette autorisation à la vivre autrement, cette pré-rentrée avec les parents, cette réunion avec les parents. Ça, oui. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir le dire aussi. Oui, j'aime beaucoup que tu insistes sur justement cette liberté, en fait, qui est inhérente à ce métier-là, avec vraiment des choix possibles et de la créativité possible, et de regarder qu'est-ce qui vous parle le plus, qu'est-ce qui va aussi vous mettre le plus en sécurité. Il ne s'agit pas de faire pour faire et après d'être complètement perdu, mais de regarder jusqu'où je peux aller tout en ayant l'intention de cet accueil et de préserver la sécurité et le rôle qui est le mien.
bien sûr. Je pense que là, je te remercie parce qu'on a vraiment une idée déjà de ce que peut être une réunion de parents différentes, qui va apporter peut-être, comme tu le dis, de la sécurité. Et là aussi, et pour l'enseignant et pour la famille, parce que ça permet véritablement de se dire, l'année est lancée. S'il y a un accrochage, comme tu le disais, on peut réagir très vite. On s'est vu dans cette réunion parents et on est en capacité de se dire, oh, il s'est passé quelque chose, hop, allons-y. Et on n'est plus dans le « je suis en contre » ou « j'ai tout le pouvoir et c'est moi qui décide ». Oui, et puis il y a des choses aussi vraiment pour moi qui sont assez des essentiels en début d'année. Par exemple, vérifier si j'ai bien les coordonnées des parents, vérifier si les parents ont accès au même langage, à la même langue que la mienne, et sinon peut-être envisager de prendre un interprète, parce que dans les parents qui ne viennent pas à l'école, quelquefois, c'est qu'ils n'ont pas compris la convocation, enfin l'invitation à venir. Donc de voir comment est-ce que vraiment, je suis sûre de pouvoir être en lien avec eux. Et puis, une autre chose aussi dans les réunions de pré-rentrée, pour moi, c'est créer du lien entre les parents. Parce que cette solidarité entre les parents, elle se reflète sur la solidarité que les enfants peuvent vivre. Alors, nous, évidemment, on a plein de ce qu'on appelle des jeux brise-glace, des jeux de rencontres, mais de regarder que peut-être qu'il y a des parents qui arrivent pour la première fois dans l'école et ils sont complètement isolés. Donc peut-être demander, est-ce qu'il y a des parents qui sont là pour la première fois? Ok, de quel quartier vous venez? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont de ce quartier-là? Et hop, de se réunir. Est-ce que vous avez entre parents, je sais pas moi, un groupe WhatsApp sur lequel vous allez pouvoir communiquer? Enfin, vous voyez, de regarder comment est-ce que à un moment, on crée du lien aussi entre les parents, parce que la solidarité, elle est évidemment importante, parce que les mômes qui voient la solidarité entre les parents, ils vont être solidaires entre eux. Et que peut-être qu'il y a des parents qui sont hyper brillants en maths, quand d'autres sont brillants en EPS, quand d'autres sont brillants en sciences, et quand d'autres, l'école, ça a été une tannée, et de regarder, est-ce qu'on ne peut pas créer à certains moments des moments de soutien mutuel? Vous voyez, on a aussi en tant que parents à reprendre du pouvoir d'entraide et de pas non plus considérer que tout est à l'école. Et que je crois que le système, enfin, l'institution peut initier aussi ces mouvements plus solidaires. Et que je crois qu'aujourd'hui, c'est un enjeu, la solidarité. Vraiment, je le vois comme ça. Moi, pour avoir eu la chance d'accueillir une enfant que j'ai adoptée après... qui avait des difficultés dans certaines matières, je vois comment nous, en l'aidant, elle s'est propulsée. Et je crois tellement à ça. Et je suis sûre qu'il y a plein de parents qui seraient partants aussi pour être en soutien mutuel. Mais encore faut-il leur donner un espace pour ça. Alors, tu le disais, un espace qui est aussi sécurisant pour tous, parce que tu parlais des groupes WhatsApp, on sait très bien que par moments ça dérape, parce que voilà, on n'est pas là pour régler ses comptes ou je ne sais quoi, mais comme tu le dis, si on est sur un versant qui est celui de la solidarité, de l'entraide mutuelle, on peut avoir... on peut l'utiliser autrement, en fait. Ça demande à être hyper cadré. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, ce groupe, il est là, si un jour quelqu'un a besoin de soutien, qu'il puisse lancer un appel au soutien, par exemple. Mais effectivement, pas pour être solidaire et pour être contre. Je ne crois pas au fait qu'on ait à développer ça. Parce que aujourd'hui, l'enjeu, il est l'unité. Et que c'est comment est-ce qu'on s'associe pour aller vers du mieux. Et que c'est un choix aussi à faire, ça, vraiment. Et en conscience, on est d'accord. Et c'est le principe même de la communication non violente. C'est d'abord un chemin de conscience, et après, on voit si on bidouille pas 2-3 trucs différemment. Mais en amont de ça, c'est quoi le rêve de relation? C'est quoi mon rêve, en fait? Dans quel monde j'ai envie de vivre? Et qu'on aspire à la paix. Pourquoi est-ce qu'on aspire à la paix? Parce que nous sommes la paix. Et donc, c'est comment je me donne les moyens de cette paix et de pouvoir la rayonner dans un second temps. Donc, il y a un enjeu dans ces réunions, de ces premières rencontres. Ces réunions parents-professeurs sont vraiment essentielles. Alors justement, une petite dernière question. Quelle piste on peut suivre quand tout semble nous éloigner? C'est-à-dire que on a par exemple une famille qui, comme tu disais, n'a pas la même langue, la même culture, n'a pas surtout les codes de l'école, parce que c'est quand même très formaté.
en plus de cette solidarité, de ce côté mutualisation ou aide, est-ce qu'il y aurait autre chose à penser? Ouais, moi j'ai beaucoup travaillé. Alors j'ai travaillé dans le lycée qui était la première cité HLM de la ville de Paris, donc j'ai été souvent confrontée à des rencontres étonnantes. Et moi je crois que c'est une question de posture. Est-ce que je crois que les codes qui sont les miens sont ceux qui sont, je dirais, à imposer, ou est-ce que je peux m'émerveiller de certaines différences dans des cultures et de m'enrichir? Et ça, c'est un enjeu. Moi, j'ai la chance d'avoir un gendre qui est musulman, et je vois comment dans l'ouverture à une façon, je dirais, d'aborder les choses différemment, moi, je m'enrichis. Et donc, après, je ne parle pas des codes qui sont en lien autour de ce qu'on peut nommer la politesse ou ce qu'on peut nommer... Mais je veux dire, je crois qu'on a à apprendre les uns des autres et que dans la posture d'ouverture, il y a quelque chose qui se joue fondamentalement. Et puis, si je suis en lien avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que la mienne, c'est comment est-ce que je m'arrange pour trouver des interprètes? Je veux dire, on a à aller vers... Ces gens-là, ils nous font confiance, ils viennent dans l'institution parce qu'ils espèrent à un moment donner à leur enfant la plus grande chance, c'est-à-dire recevoir une éducation, une instruction. Et c'est comment j'honore la confiance que ces parents me font en me confiant leurs enfants. Donc quels moyens je prends pour vraiment les accueillir et aller vers eux. Ouais. Et ça, c'est un défi. C'est un défi. Eh bien, de ce fait, Véronique, voilà, nous allons... conclure ce deuxième podcast autour de la réunion de parents. Merci vraiment infiniment de nous avoir donné ces pistes très concrètes, d'avoir aussi élevé un peu le débat pour repositionner un peu à la fois le cadre et puis le désir d'une société et d'un fonctionnement d'un système éducatif peut-être un peu différent, avec cette possibilité d'aller vers de la créativité, de s'autoriser à être et puis aller à la rencontre de soi et de l'autre. Donc nous vous souhaitons à tous une très très belle année scolaire, une belle rentrée et à très bientôt. Merci, je vous souhaite vraiment simplement le meilleur. Et dans les instants où ce sera vraiment plus difficile, de vous souvenir en fait que vous pouvez demander du soutien. Donc merci Evelyne de proposer aussi tous ces axes et toutes ces pistes. Merci Véronique, à très bientôt. Merci.